Le débat sur la fin de vie a toujours été très animé en France et dans l'Hexagone, entre ceux qui militent pour une fin de vie choisie et le droit de mourir dans la dignité, et ceux qui s'inquiètent des potentielles dérives d'une euthanasie légalisée en France. Le débat n'en finit pas depuis des années, mais il va prendre un tournant majeur en ce mois de mai 2025, puisque l'Assemblée nationale va examiner un projet de loi pour autoriser l'euthanasie dite active dans notre pays, sous conditions strictes, et en parallèle favoriser les services de soins palliatifs. Alors ces services, ce sont des unités où des personnes en situation de fin de vie plus ou moins imminente vont pouvoir bénéficier de soins pour les soulager, tant sur le plan physique que sur le plan psychique et spirituel. L'OMS les définit notamment comme une approche pour améliorer la qualité de vie des patients, adultes et enfants, et de leurs familles, confrontés aux problèmes liés à des maladies potentiellement mortelles. Ces dernières semaines, j'ai donc enquêté sur cette question de l'aide active à mourir en France, qui suscite encore autant de débats alors qu'une écrasante majorité de la population se dit favorable à sa légalisation. Alors asseyez-vous confortablement, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo au passage évidemment, et laissez-moi vous embarquer dans cette dure mais sensible question très humaine de l'aide active à mourir en France. L'euthanasie, c'est donc un débat de longue date dans notre pays, mais aussi en Occident. Des pays ont apporté une réponse très claire rapidement, comme la Belgique où l'euthanasie active est légalisée depuis 2002, la Suisse où le suicide assisté a été autorisé, les Pays-Bas ou encore l'Italie notamment qui a commencé à légiférer sur la question depuis 2019. Le Royaume-Uni, qui s'était aussi toujours positionné contre l'aide active à mourir, vient d'ouvrir la voie pour potentiellement légaliser cette aide. Et en France alors, eh bien, c'est une euthanasie dite passive qui est autorisée. On peut distinguer deux possibilités pour une aide active à mourir, l'euthanasie ou le suicide assisté. Deux formes découlent de la première. Une euthanasie dite active, c'est quand une personne va abréger intentionnellement les souffrances d'une personne. À l'inverse, l'euthanasie passive, c'est lorsqu'on va stopper les traitements permettant de prolonger la vie d'un malade sans pour autant lui administrer une substance mortelle. Le suicide médicalement assisté consiste quant à lui à donner les moyens à une personne de se donner la mort par elle-même. De ces trois définitions résulte tout un tas de conséquences qu'on ne voit pas forcément au premier regard, notamment celle du consentement. Car si la personne est encore consciente, alors cette question ne pose aucune difficulté, mais dans le cas où la personne ne pourrait plus s'exprimer, la réponse paraît nettement plus difficile à apporter, et de nombreuses histoires sont venues témoigner de cette difficulté, la plus célèbre étant l'affaire Lambert, puis Imbert, des affaires surmédiatisées qui vont déchaîner la population française et susciter un véritable débat, et des histoires comme celle-ci, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense, des personnes qui se savent malades et condamnées, et qui souhaiteraient choisir leur départ, des familles dont le proche est dans un état végétatif depuis des années, sans aucun espoir de guérison. Et ce qui est étonnant, c'est que 92% des Français se disent favorables à une euthanasie dite active. Même son de cloche pour le suicide assisté, qui a recueilli un avis favorable de 89% des Français, et pourtant toujours aucune aide active à mourir en France. Beaucoup d'associations et d'acteurs œuvrent aujourd'hui pour cette cause, pour légaliser l'aide active à mourir. C'est notamment le cas de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, l'ADMD, que j'ai rencontré par l'intermédiaire d'Anne Reynaud, responsable du mouvement des jeunes au sein de l'association. Oui, il est temps, déjà par rapport à la demande continuelle, les sondages d'opinion, les conventions citoyennes que nous avons fait, refait et re-refait, et puis surtout, il est temps parce que regardons ce qui se passe autour de nous. Bien évidemment, on parle des Pays-Bas, Luxembourg, Belgique, qui sont les premiers à avoir légalisé. On a la Suisse qui a, donc eux, c'est pas une loi, mais c'est une tolérance depuis les années 70. En fait, on est à la traîne. Donc oui, il est temps. Et en fait, ce qui est frustrant, c'est qu'il était déjà temps l'année dernière et qu'on nous a coupé l'herbe sous le pied avec la dissolution. Donc là, c'est même plus il est temps, on est beaucoup trop en retard. Mais alors, pourquoi certaines personnes sont encore défavorables à une légalisation de l'aide active à mourir ? Plusieurs arguments sont dans la balance. Tout d'abord, certains craignent qu'une telle loi donne un droit de vie ou de mort aux médecins et consacre une sorte de toute-puissance médicale. Beaucoup ont peur aussi que les services de soins palliatifs soient mis de côté et qu'on fasse peser sur les personnes en fin de vie le sentiment d'un fardeau pour la société. C'est notamment ce qu'a argué le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau au sujet de la loi fin de vie. Le ministre a également dénoncé le caractère permissif et justement, c'est peut-être le moment de se plonger plus en détail dans ce projet de loi qui se divise
en réalité en deux segments, une loi sur les services de soins palliatifs et une loi sur l'aide active à mourir. Cette décision, elle a été prise par le nouveau Premier ministre François Bayrou, qui a répondu à une demande des opposants à l'aide active à mourir. Leur volonté était de ne pas associer les services de soins palliatifs avec l'aide active à mourir. Le Premier ministre a également déclaré que les deux textes seraient votés dans le même temps parlementaire, ce qui n'a pas manqué de faire réagir les députés de l'opposition, où certains comme la LFI ont dénoncé un sabotage du texte par François Bayrou. Alors si vous ne comprenez pas pourquoi la division de ce texte en deux lois différentes suscite beaucoup d'inquiétudes pour ceux qui sont favorables à la légalisation d'une aide active à mourir, il faut se pencher sur notre droit et notamment notre droit constitutionnel. En France, c'est le gouvernement qui décide en grande majorité de l'ordre du jour du Parlement, c'est-à-dire des textes qui seront votés leur priorité, et les partisans d'une aide active à mourir craignent qu'une fois la loi sur les soins palliatifs votée, que la loi sur l'aide active à mourir ne soit plus inscrite à l'ordre du jour et donc ne soit pas votée. Cependant, le rapporteur principal de la loi, Olivier Falorni, a déclaré avoir obtenu des garanties pour que les deux votes aient lieu le même jour. Enfin, et c'est aussi l'une des raisons qui inquiète les militants de l'euthanasie, c'est que François Bayrou est un catholique pratiquant qui s'est déjà opposé par le passé à une aide active à mourir. Anne Reynaud, quant à elle, craint que l'opposition ne s'exprime surtout au Sénat, majoritairement conservateur. Par rapport à la question effectivement du vote, au départ, c'était pas prévu qu'il y ait un même vote pour les deux textes. D'ailleurs, nous, c'est ce qui nous a beaucoup surpris. Ça ne s'est jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est une garantie effectivement qui a été demandée par Olivier Falorni pour être sûr que nous ne laisserions pas de côté le texte sur l'aide active à mourir. Rappelons quand même encore une fois que pour améliorer les soins palliatifs, il n'est pas obligé de légiférer. On aurait pu faire des décrets et donner des moyens à l'hôpital pour développer des unités de soins palliatifs partout en France. En fait, c'est effectivement, nous au départ, et c'est vraiment l'interprétation qu'on en a pris, c'était une façon pour nous d'écarter l'aide active à mourir. Le fait qu'Olivier Falorni demande le vote en même temps, ça oblige à traiter le texte sur l'aide active à mourir. Il y a eu une volonté de décaler déjà d'une semaine pour faire passer un texte de loi sur des pesticides pour aider à la culture de la betterave sucrière. Le Conseil des présidents a dit non, que le sujet de la fin de vie était prioritaire sur les betteraves sucrières et donc on a gardé l'agenda au 12 mai. En revanche, la vraie difficulté, et là où il faudra rester très vigilant par la suite, c'est que ce texte, une fois qu'il sera voté à l'Assemblée nationale, va passer au Sénat. Il faut être très clair sur les représentants du Sénat. Ce sont majoritairement des républicains, ce ne sont majoritairement pas des personnes qui sont pour une aide active à mourir. Et ce qui pourrait se passer, c'est que eux fassent d'abord passer le texte sur les soins palliatifs et décident de remettre à plus tard le texte sur l'aide active à mourir. Ils pourraient, eux, très bien scinder le texte en deux. Sur les inquiétudes de la consécration d'un droit de vie ou de mort, de la toute-puissance du médecin et du délaissement des services de soins palliatifs, on a interrogé François Damas, professeur de clinique au sein de l'hôpital de Liège et ancien chef de service des soins intensifs. Et sa réponse à cette inquiétude, on peut le dire, elle est assez cash. La mission élémentaire d'un docteur, c'est de s'occuper des soins de santé, de les restaurer, de les maintenir ou de les favoriser. C'est ça, évidemment. Et, dit la loi en Belgique, et je pense que c'est la même chose en France, et aussi accompagner la fin de vie. On est tous mortels, on finit toujours par mourir. Et une des missions élémentaires du docteur, c'est d'accompagner la fin de vie de manière à ce qu'elle se passe dans de bonnes conditions. C'est une des missions fondamentales du médecin, d'assurer des fins de vie dans de bonnes conditions. Et donc, ça fait partie du serment que les médecins prononcent d'assurer des fins de vie dans de bonnes conditions. Et donc, la mission des docteurs, c'est de faire en sorte que les fins se passent bien et pas mal. Parce que les morts naturelles, c'est épouvantable dans un certain nombre de cas. Il y a des morts naturelles qui se passent très bien, ça arrive. Mais la mort naturelle n'est pas une garante la nature n'est pas une garante de bonnes conditions. La preuve, la nature a inventé toutes les maladies dont on se soigne. Si la nature était bonne, il n'y aurait pas de docteur. On serait tous des elfes et on vivrait sans maladie et sans mort. Le pouvoir des docteurs, c'est faux, ça. Ce que la loi donne, c'est du pouvoir aux malades. C'est ça qui perturbe pas mal de docteurs en France et comme en Belgique au départ, c'est que la loi donne du pouvoir aux malades et pas aux docteurs. La définition d'euthanasie étant révélatrice à cet égard. L'euthanasie est l'acte par lequel un tiers met fin à la vie d'un patient à la demande de celui-ci.
Et donc, l'intention du médecin de mettre fin est subordonnée entièrement et totalement à l'intention du malade. Et c'est le malade qui tient le gouvernail, c'est pas le docteur. Et donc, c'est justement le point de vue du malade qui doit s'imposer au médecin, puisque ici, nous avons un renversement du consentement majeur. Ici, ce n'est pas le médecin qui décide et le malade qui consent, c'est le malade qui décide et le médecin qui consent à ce que demande le malade. C'est un renversement fondamental. Et si les gens ne comprennent pas ça, c'est pour ça que je les traite de cons, c'est qu'ils n'ont rien compris du tout à ce qu'est l'euthanasie. On a beau répéter ça depuis 20 ans que ça existe, 22 ans maintenant, 23 bientôt. Mais ici, les abus, la loi ne les favorise pas. Pourquoi? Parce qu'elle donne le pouvoir au malade et pas au docteur. Malade qui est entouré par sa famille, il ne faut pas l'oublier. Et donc, qu'une fin de vie qui se fait à la demande du patient, la famille est automatiquement impliquée et elle est évidemment témoin de ce qui se passe. Elle a donc un rôle de contrôle a priori et une capacité de plainte a posteriori de ce qui s'est passé. Et donc, un médecin qui s'engage à une procédure d'euthanasie, il va faire ça de manière très prudente pour ne pas avoir de retour de manivelle. Parce que vous imaginez bien que si la loi a permis l'euthanasie, il a permis aussi aux gens de porter plainte s'ils estiment que les conditions n'ont pas été respectées ou que ça s'est mal passé, que le médecin n'a pas respecté Tchic ou n'a pas respecté Tchac ou a mal fait son boulot. On ne fait pas ça en catimini derrière un rideau de service d'urgence, hein. Ça ne se fait pas en catimini le soir au fin fond d'une salle d'hospitalisation. Ça se fait au vu et au su de tout le monde, de manière programmée, avec la famille qui a été prévenue et qui habituellement entoure le malade et qui l'accompagne jusqu'au bout, et avec une équipe soignante qui est parfaitement informée qu'une euthanasie va être réalisée chez monsieur ou madame une telle, tel jour, hein. François Adamas donne aussi régulièrement des consultations fin de vie où il accompagne des malades au sein de l'hôpital de Liège. Loin des clichés des a priori que l'on pourrait avoir, il nous raconte comment se déroulent ces parcours de soins atypiques pour des personnes qui vivent leurs derniers instants. La première chose qu'on doit effectivement s'assurer, c'est que de voir quel scénario le malade lui-même privilégie. Parce que lorsque un patient dit « moi je ne veux pas souffrir, moi je veux mourir dans de bonnes conditions », il est évident que ce n'est pas nécessairement une euthanasie qu'il veut. L'euthanasie, c'est quelque chose qui consiste à être capable de fixer soi-même son dernier jour, sa dernière heure, de fixer soi-même son dernier moment. Et quand je leur explique ça, un certain nombre de personnes se rendent compte que c'est pas ça qu'elles veulent et qu'elles ne veulent vraiment pas s'engager dans ce genre de scénario. Et donc, ce qu'elles veulent, c'est des soins palliatifs bien conduits, évidemment. Vous avez quand même un certain nombre d'autres personnes qui sont parfaitement au courant de la loi, de l'existence de la loi, et qui veulent, se sachant atteints d'une maladie grave et incurable, ne pas aller jusqu'au bout de la phase terminale ou veulent échapper à la phase terminale et se disent, bon, à un moment donné, j'arrête, je ne veux pas une dégradation trop importante, je ne veux pas présenter une image de moi vis-à-vis des autres épouvantable, je ne veux pas souffrir de manière démesurée et donc je veux être maître de mon destin et de fixer moi-même mon dernier instant. Et alors à ce moment-là, le principe est relativement facilement acquis d'une euthanasie potentielle, puisque à ce moment-là, on se trouve dans une maladie grave, incurable, mortelle à terme, d'une part, avec quelqu'un qui fait une démarche tout à fait lucide et volontaire, sachant bien ce qu'il veut, ce qu'il veut éviter surtout, et ce qu'il veut obtenir. Et donc, on tombe d'accord relativement facilement et souvent en se disant, ben d'accord, vous êtes dans les conditions légales, le jour venu, lorsque vous activerez votre demande, vous avez un médecin, et c'est ça l'essentiel de l'étape, hein. En fait, c'est ça l'étape limitante est laquelle? Mais il faut que le malade qui se trouve dans les conditions légales trouve un interlocuteur médical qui dise, d'accord, je serai là au moment venu. Or, vous n'avez pas beaucoup de médecins qui sont d'accord de réaliser l'acte, hein. Maintenant, en Belgique, vous avez une majorité favorable à l'application de la loi parmi les médecins, mais vous avez toujours une minorité d'entre eux qui sont capables de réaliser le dernier acte. Toute la délicatesse de la procédure, c'est de choisir le moment opportun, de savoir quand on va le faire. La tâche du médecin, c'est d'accompagner son patient, d'être celui qui chemine à côté de lui pour l'épauler le moment venu lorsqu'il activera sa demande. Et un certain nombre d'entre eux
n'active jamais la demande d'euthanasie. La loi sur la fin de vie est portée par le député Olivier Falorni et définit l'aide active à mourir comme le fait d'autoriser et accompagner une personne qui a exprimé la demande à recourir à une substance létale afin qu'elle se l'administre ou lorsqu'elle n'est pas en mesure physiquement d'y procéder, cela fasse administrer par un médecin ou un infirmier. Au moment de l'écriture, les deux lois en question sont débattues au sein de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale et leur débat en séance publique commencera en théorie le 12 mai prochain au sein de l'hémicycle. A noter que cet article a fait l'objet d'une modification en commission par un amendement déposé par la députée de gauche Élise Leboucher visant à permettre aux malades de choisir entre le suicide assisté ou l'euthanasie sans condition. C'est-à-dire que si un malade est physiquement capable de procéder à un suicide assisté, il pourra malgré tout demander une euthanasie. On est très satisfait de cet amendement qui a été voté. Bon, je rappelle, le suicide assisté, donc l'ingestion directement par le malade du produit létal. Euthanasie, donc c'est une personne externe, souvent une personne de l'équipe soignante, qui va injecter le produit au malade. Pourquoi est-ce que c'est important qu'il y ait le choix ? Dans le projet de loi de l'année dernière, c'était suicide assisté avec exception d'euthanasie pour les personnes qui n'étaient pas en mesure d'ingérer elles-mêmes le produit. Cette année, l'amendement, ce qu'il dit, c'est qu'une personne en fin de vie qui est éligible à une aide active à mourir a le droit de choisir entre suicide assisté ou euthanasie. Pourquoi c'est important ? Parce que, bien évidemment, qu'une grosse difficulté dans le suicide assisté, c'est la capacité d'ingestion soi-même du produit létal. On le voit, et notamment en Belgique, on n'en parle pas beaucoup, mais en Belgique, vous avez la possibilité de choisir entre suicide assisté et euthanasie. Dans 98% des cas, le patient en fin de vie choisit l'euthanasie. Il y a des personnes qui sont capables physiquement de faire le geste, mais qui, psychologiquement, n'en sont pas capables. Et effectivement, c'est un geste qui est difficile. Ça n'enlève en rien la volonté de mettre fin à ses souffrances. Ça n'enlève pas la volonté de faire appel à une aide active à mourir, mais ingérer soi-même le produit, c'est un geste qui peut être difficile pour certains de faire. C'est répondre à un grand nombre de demandes qui ne seraient pas répondues si on ne laissait que le suicide assisté disponible. Évidemment, des conditions sont posées pour recourir à l'aide active à mourir. Pour cela, il faut avoir au moins 18 ans, être français ou résider de manière stable et régulière dans le pays, avoir une affection grave et incurable, avec un pronostic vital engagé en phase avancée ou terminale, présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection, qui soit réfractaire au traitement, soit insupportable selon la personne lorsqu'elle a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter de recevoir un traitement, et enfin être apte à manifester sa volonté. La suite de la loi va encadrer la procédure, l'organisation, l'administration de la substance létale. On a également la mise en place d'une clause de conscience qui permet aux professionnels de santé qui ne souhaiteraient pas participer à ce processus de fin de vie de se retirer. Et sur le consentement, la loi précise également qu'une personne dont la maladie altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d'aide à mourir ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée. C'est donc une loi qui légalise certes l'aide active à mourir, mais qui pose malgré tout des conditions très strictes. Et les grandes absentes peut-être de ce texte, ce sont les directives anticipées. Ces directives vous permettent d'indiquer vos souhaits quant à votre fin de vie, et elles seront utiles par exemple si vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes totalement incapable de vous exprimer. Vous pouvez notamment indiquer si vous souhaitez poursuivre, limiter ou arrêter un traitement médical pour éviter l'acharnement thérapeutique. Vous pouvez aussi préciser que vous êtes contre certaines pratiques médicales, notamment pour des questions religieuses par exemple. En bref, c'est un document essentiel pour préciser vos dernières volontés, et quand on regarde cette loi sur l'aide active à mourir, aucune mention n'y est faite, ce qui semble exclure la possibilité d'anticiper un recours à l'euthanasie dans ces fameuses directives. Il n'y a aucune mention, mais il y a une vraie volonté à ne pas les mettre dans le texte de loi. C'est vraiment, et ça a été acté, et c'était déjà le cas l'année dernière. C'est-à-dire qu'il y a eu un long débat l'année dernière, au moment des débats à l'Assemblée, sur ce qu'était une directive anticipée. Et effectivement, pour les personnes, il est important que la personne puisse dire jusqu'à la fin
qu'elles souhaitent bénéficier d'une aide active à mourir et donc que les directives anticipées, dont c'est le rôle, ne peuvent pas être prises en compte. Donc oui, ce sont les vrais oubliés et nous, on sait, et bien évidemment, on sait pertinemment que peu importe la loi qui sera votée, ce ne sera pas une loi qui sera parfaite. Et nous, ADMD, nous savons déjà que un de nos combats à la suite de cette loi, ça sera la prise en compte des directives anticipées, y compris dans une aide active à mourir, comme c'est le cas aujourd'hui au Canada, qui a mis en place il y a quelques semaines de ça un document dans le cadre de l'aide médicale à mourir, c'est l'équivalent de leur aide active à mourir, et qui permet notamment pour les maladies neurodégénératives de déclarer en amont si on souhaite bénéficier de cette aide médicale à mourir, de le notifier et que ce soit pris en compte le jour J, même si la personne n'est plus en mesure de l'exprimer. C'est une différence encore avec nos voisins belges qui peuvent rédiger une déclaration anticipée autorisant le médecin à pratiquer une euthanasie si la personne n'est plus capable d'exprimer sa volonté. L'autre crainte des opposants du texte est qu'on débouche sur une évolution de la loi qui entraînerait un assouplissement trop important des conditions. Il est vrai que des évolutions sont possibles. En Belgique notamment, par exemple, depuis 2014, les mineurs peuvent recourir à l'euthanasie selon des conditions très strictes. On parle de capacité de discernement, c'est-à-dire sans âge minimal en Belgique. Les débats commenceront ce mois-ci à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Des divergences apparaîtront très certainement, notamment au regard de la division de l'Assemblée nationale du point de vue des partis politiques depuis la dissolution. Dans tous les cas, l'essentiel c'est de parler de ce genre de sujet autour de vous, avec vos proches, vos amis, d'indiquer aussi vos souhaits pour votre fin de vie. Même si ce sont des sujets sensibles et parfois délicats à aborder, il faut faire cet effort pour vous permettre d'éviter des situations où vous y serez confronté de manière inattendue parce que la vie en décide malheureusement ainsi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. De nouvelles enquêtes arrivent prochainement, des reportages, des documentaires, beaucoup de projets en cours. N'hésitez pas aussi à suivre la chaîne pour ne rien manquer et nous suivre sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à plus tard pour une nouvelle enquête.